Malik Ben Nabi, penseur de la civilisation, explique que la réussite de l'homme repose sur l'authenticité et l'efficacité. Et il déplorait que le musulman aujourd'hui a conservé certes son authenticité, mais qu'il a perdu le goût à l'efficacité. C'est-à-dire que sa foi n'a plus d'efficacité, sa foi n'a plus de dimension sociale et donc il ne peut plus participer à l'effort civilisationnel. Et afin donc de réfléchir à la manière dont on peut justement redémarrer le cycle de la civilisation, la manière dont on peut retrouver le goût à l'efficacité, eh bien il parle bien souvent du Japon. Et il y a d'autres personnes qui vont également à son époque, d'autres penseurs, qui vont également parler du cas du Japon, à savoir Shakib al-Salen et bien d'autres. Et donc on voit finalement qu'au début du XXe siècle, le Japon est central dans les réflexions des musulmans. Alors pourquoi cela? Car il y a eu en 1904, enfin entre 1904 et 1905, une guerre entre la Russie et le Japon est sorti vainqueur de cela. Et donc tous les peuples qui étaient colonisés ont commencé à se poser la question comment un peuple faible comme les Japonais ont réussi en conservant leur identité à se moderniser au point d'être suffisamment puissants pour pouvoir lutter contre on va dire des peuples qui étaient des peuples vus comme l'élite, comme des peuples intouchables, comme des peuples supérieurs. Et donc tout le monde a commencé à réfléchir sur la situation du Japon et comment est-ce que le Japon pourrait être un modèle pour conserver identité et obtenir efficacité. Et donc, que ce soit Malik Ben Nabi ou Shakib al-Salen qui parlent de cela, il y a eu d'autres personnes à travers le monde qui se sont donc de la même manière intéressées au Japon. Et parmi ceux qui se sont intéressés au Japon, un homme qui s'appelle Abdurrashid Ibrahim, qui est un musulman qui vit en Sibérie. Donc la Sibérie à ce moment-là est sous les mains donc de la Russie. Et les peuples musulmans qui vivent en Sibérie et dans les autres régions sont donc finalement rattachés malgré eux à la Russie. Et donc, bien qu'ils soient coupés du monde, parce qu'ils sont donc en Sibérie, quelques mois après donc la défaite de la Russie, eh bien, ils apprennent que le Japon a réussi à battre ceux qui les dominent depuis plusieurs années. Et donc, ils se posent la question, comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un peuple comme le Japon a réussi à avoir le dessus? Et donc, Abdelrachid, qui est un savant, qui a fait donc ses études d'abord dans les alentours donc, de son lieu de naissance en Sibérie, puis qui est parti à la Mecque, qui est revenu, qui a ouvert une madrasa, qui enseigne, décide alors de tout abandonner, c'est-à-dire d'abandonner sa région, d'abandonner sa femme et ses enfants pour aller au Japon, afin donc de découvrir quel est leur secret, de façon à pouvoir revenir et le transmettre à son peuple, et le transmettre au monde musulman de manière générale, pour que le monde musulman puisse reprendre le cours de la civilisation, puisse s'inspirer du modèle du Japon pour pouvoir renaître de ses sens, pour pouvoir participer, on va dire, à une renaissance. Et donc, il fait un long chemin qui va nous raconter dans ce livre. Donc, ce livre, c'est finalement ses mémoires de voyage. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet déjà de voir que la question de l'islam, la question de la renaissance, la question de la restauration de la religion est un sujet qui est central à toutes les époques et qui n'est pas propre à un lieu en particulier, parce que si on voit que les réflexions de Ibn Badis, de Bachir Ibrahimi, de Ben Nabi à leur époque en Algérie sont finalement les mêmes qu'un musulman en Sibérie, eh bien on se rend compte donc de l'intelligence et de la force que l'islam donne et justement de la volonté de toujours être en action, de toujours proposer meilleur et de ne jamais donc accepter des situations de défaite. Donc finalement l'islam donne une résilience et une motivation, un optimisme tel qu'on ne trouve ça quasiment nulle part et on voit qu'à toutes les époques, dans tous les pays, dans tous les lieux, eh bien, il y a ce même dynamisme justement qui est le moteur et le fruit de la foi. Alors, notre homme va commencer son voyage qu'il va nous relater à travers donc, ce livre. Et au départ, donc, il se retrouve dans un bateau où il rencontre un savant qui voyage également avec lui. Et en parlant avec lui, le savant se plaint de l'époque, se plaint des gens qui ne pratiquent pas correctement la religion, qui ne respectent pas les ulama. Et donc, au lieu d'acquiescer, il demande à ce savant, à cet imam, depuis combien de temps es-tu imam? Il lui dit depuis 18 ans. Il dit qu'est-ce que tu as fait au niveau social? Qu'est-ce que tu as ouvert comme école? Qu'est-ce que tu as apporté comme changement dans le lieu dans lequel tu es? Et donc, il lui montre que finalement, tu n'as rien proposé, tu as juste été un imam en poste qui dirige les prières, qui fait en fait un travail quotidien, mais qui ne propose aucune réforme, qui ne propose aucune renaissance, aucune remise en question de la manière dont vivent les gens et pensent les gens, et donc finalement, c'est de ta faute si les gens sont comme cela. Et donc il explique que ce n'est pas les gens qui sont en tort de ne pas être à la hauteur de ce que lui il attend, mais c'est plutôt les ulama qui ont délaissé la responsabilité qu'ils avaient et qui ont pris donc le poste d'imam ou de savant comme, on va dire, une manière d'avoir un certain confort dans la société, un certain mode de vie, on va dire de devenir en fait une certaine élite religieuse qui vit de cela, au lieu justement de se sacrifier au point de pouvoir impulser un changement. Et puis il continue son voyage. Dans son voyage, il rencontre un Français avec qui il discute de la civilisation et il reproche aux Français qui on va dire,
disent avoir une civilisation supérieure, d'aller massacrer donc tout un peuple en Algérie. Donc on voit que malgré qu'il est en Sibérie, il a une connaissance de ce qui se passe dans le monde musulman et même dans le monde de manière générale qui est vraiment très fine. Et ensuite, il arrive enfin au Japon. Et là, il s'étonne de voir donc la propreté du pays, de voir la manière dont les gens sont travailleurs, de voir que même dans les jours de repos, tous les magasins sont ouverts, que les gens continuent de travailler, que finalement, en fait, il y a une organisation qui veut toujours aller de l'avant et développer le pays, et non une volonté de se reposer, de profiter, on va dire. Enfin, c'est vraiment, en fait, il voit qu'il y a un état d'esprit de travail et de développement, et il s'étonne de cela. Et puis surtout, ce qu'il voit, ce qui le frappe, c'est que tout le monde est habillé en tenue traditionnelle. Personne n'a pris la tenue européenne. Et puis aussi, ce qui l'étonne, c'est que lui, qui a sa propre tenue traditionnelle, il marche dans les rues sans qu'il soit dévisagé, sans qu'il soit jugé par son apparence, et il se dit, si j'étais donc en Europe ou dans un pays qui se dit civilisé, avec ma tenue, tout le monde me regarderait de travers. Mais eux, leurs mœurs sont tellement élevées, eh bien que finalement, ils ne me dévisagent pas, ils ne me jugent pas selon ma tenue, mais ils me donnent un respect qui est notable. Et puis, il observe donc que chaque matin, un homme passe devant les portes donc des habitants, prend une bouteille et en met une autre à la place. Il s'interroge sur cela. On lui dit donc que c'est un homme qui vient déposer une bouteille de lait pour chaque famille. Et il se dit, dans les pays qui sont aujourd'hui, qui se disent supérieurs, qui se disent civilisés, est-ce que si on laissait une bouteille devant la porte de quelqu'un pendant la nuit, le matin on la retrouverait ou bien elle aurait été volée? Et donc il nous permet à travers donc son récit de voyage et ce qu'il voit de faire des comparaisons entre ce qu'on nous présente comme un monde civilisé et moderne et ce qu'on nous présente comme un monde arriéré et donc finalement absolument pas un exemple à suivre. Eh bien il nous montre que peut-être les exemples à suivre ne sont pas là où on l'imagine. Donc c'est vraiment toute une réflexion au long de son voyage qui est extrêmement intéressante, extrêmement profonde. Et puis surtout ce qu'on découvre, c'est la beauté donc des échanges entre les Japonais qui l'accueillent et lui donc qui vient à eux, qui essaie de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour garder leur identité tout en gagnant en efficacité, en se modernisant, etc. Et puis surtout, donc lui, il veut bien sûr acquérir ces connaissances pour les transmettre dans le monde musulman, mais également, il aimerait bien leur transmettre l'islam, parce que pour lui, l'islam, c'est la vérité ultime, et c'est avec ça donc, que ce peuple pourrait aller encore plus loin et devenir un exemple encore plus efficace pour le monde musulman. Donc c'est vraiment des échanges très intéressants. Et puis, il continue son voyage, par la suite, il part en Chine, il part à Hyderabad, il arrive à la Mecque, il se rend compte donc que des grands ulama qui possèdent beaucoup de savoir, eh bien, se retrouvent à être portiers pour des familles nobles, etc. Donc vraiment, en fait, il analyse les difficultés qu'il y a dans le monde musulman. Par exemple, il a un passage où il parle de l'union et il explique qu'en fait, l'union, c'est ce qui permettrait justement aux croyants de se considérer comme des frères et de ne pas rentrer dans l'armée russe pour combattre. Donc, il reproche aux Tatars de ne pas avoir cette vision, on va dire, de la religion qui soit aussi sociale, dynamique et qui fasse que finalement le Tatar ne pourrait pas rentrer dans l'armée russe pour aller combattre ses frères sur un autre territoire, tel qu'elle le fait aujourd'hui, parce que justement, elles se sont contraintes financièrement ou par la pression, etc. C'est en fait tout plein de réflexions qui nous plongent dans le début du XXe siècle, où le Japon interroge, où le Japon est un exemple vivant pour certaines personnes, et où les peuples se rencontrent, et on se rend compte en fait finalement des questionnements qu'il y a, les questionnements qui sont les mêmes finalement aujourd'hui, toujours la question d'authenticité, la question d'efficacité, et donc c'est un récit de voyage qui est passionnant, qui nous pousse à la réflexion, qui nous permet de rencontrer un monde que l'on ne connaît peu, donc de la Sibérie jusqu'au Japon, et voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire pour votre réflexion et puis même pour la détente ou la culture générale.